Avec Sébastien, il est détenteur d'un bac en agro qui a fait à Laval. Il a joint l'équipe du CDPQ en 2011 en tant que chargé de projet et il agit à titre de responsable du secteur bâtiment et régie d'élevage depuis 2015. Il possède une expertise de gestion des truies en groupe, d'aménagement de bâtiments, de kits de chargement, de mise en application des normes bien-être, de ventilation et de régie d'élevage, Blablabla. Dans le cadre de son travail, il est responsable des différents projets de recherche en lien avec ses champs d'expertise. Depuis, il conseille directement des éleveurs pour divers services offerts par le CDPQ. Sa conférence va traiter des technologies et stratégies permettant de réduire la consommation d'énergie. Puis je voudrais souligner que Sébastien, pour nous, à l'IRDA, c'est un super, comme Francis puis les autres membres du CDPQ, c'est des partenaires privilégiés pour nous. Puis j'apprécie beaucoup Sébastien dans notre travail ensemble. Bien, je dirais que c'est réciproque, Stéphane. On aime beaucoup travailler en collaboration avec l'IRDA. Donc, CDPQ et l'IRDA, on est un peu complémentaires. Nous, on travaille avec les animaux. Vous travaillez avec les rejets des animaux. Fait que... Avec la marde. Oui, c'est ça. Je voulais rester poli quand même. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, on va revenir à nos cochons. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de différentes technologies et stratégies qui permettent de réduire la consommation d'énergie en production porcine. Donc, avec les nouvelles connaissances et technologies, il est essentiel de valider leur efficacité à réduire la consommation d'énergie. Puis, par le fait même, comme vous savez, dans les bâtiments porcins, on chauffe principalement avec le propane. Donc, si on diminue la consommation de propane, on va diminuer également les émissions de GES. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'efficacité énergétique des appareils électriques. Je vais également parler de l'optimisation de la gestion des conditions d'ambiance avec l'intelligence artificielle. Je vais parler de différents systèmes de préconditionnement de l'air. Puis, je vais parler également de hébrisement. Donc, au niveau de l'efficacité énergétique des appareils électriques, on va commencer par l'éclairage. Donc, c'est important pour maximiser la production puis aussi de bien utiliser l'énergie, de respecter les recommandations au niveau de l'intensité lumineuse. Donc, on peut voir que c'est dans la maternité où les besoins en luminosité en luxe sont plus élevés comparativement à la pouponnière et à l'engraissement. C'est important aussi pour ne pas gaspiller d'énergie, donc de mettre en place des minuteries pour bien respecter le nombre de photopériodes, la durée de la photopériode nécessaire pour chacun des types d'élevage. Encore au niveau de l'éclairage, donc, dans les dernières années, on a vu apparaître la technologie DEL. Donc, il faut savoir les ampoules DEL qui permettent des économies de 70 à 90 d'énergie comparativement aux ampoules incandescentes. Il y a des néons ODEL aussi, donc eux, c'est des économies de 50 à 60 Au niveau des ventilateurs, donc, quand on a des rénovations à faire ou pour un nouveau bâtiment, donc c'est de choisir des modèles qui sont éco-énergétiques. Donc, ces modèles-là vont permettre des économies de minimum 20 au niveau de la consommation électrique. Au niveau de l'entretien, donc, ça s'applique pour tout le monde. Quand il y a une accumulation de poussière sur les pales, le ventilateur va être moins efficace. Donc, tout dépendant de la quantité de poussière, ça peut aller jusqu'à 40 de diminution d'efficacité du ventilateur. Donc, pour sortir le même débit de ventilation, le ventilateur va falloir qu'il fonctionne à un plus grand régime. Donc, on gaspille de l'énergie pour rien, si on veut. L'autre chose, au niveau de la calibration du système de ventilation, donc, important de bien calibrer les entrées d'air, donc avoir l'ouverture désirée pour avoir la vitesse qu'on veut si on est l'été ou l'hiver, pour que l'air tombe à la bonne place dans l'enclos. Puis au niveau de la calibration, donc bien calibrer les différentiels. Un différentiel, dans le fond, c'est une plage sur laquelle le ventilateur va varier de sa vitesse minimum à sa vitesse maximum. Puis bien ajuster surtout le chauffage. Je vais vous donner un exemple qu'on voit souvent dans les fermes quand on fait un troubleshooting. Par exemple, la consigne, on demande 20 degrés Celsius. On fait partie de notre chauffage à 19. On le fait arrêter à 19,5. Tout dépendant, c'est quoi le type de chauffage, puis du positionnement de la sonde. Ce qu'on va voir, c'est que des fois, le chauffage va arrêter à 19,5, mais le temps que la chaleur se rende jusqu'à la sonde de température, il y a un certain délai. Donc, ce délai-là va faire que la chaleur elle arrive à la sonde, la température se met à monter, on va pogner 20 degrés Celsius, on pogne 20,1, qu'est-ce qui se passe? Mes ventilateurs commencent à augmenter de régime parce qu'il fait plus chaud que ce qu'on demande comme consigne. Donc, la chaleur qu'on vient de produire, on la sort à l'extérieur. C'est pas une bonne gestion du chauffage. Ça, Francis nous a parlé ce matin, donc
d'avoir des stratégies de température d'engraissement plus froides. Donc, c'est juste des avantages. On a les mêmes performances, puis on voit les émissions importantes, là, au niveau des émissions de NH3, CH4, puis surtout du propane aussi. Donc, c'est des choses que vous devriez mettre en place chez vous ou pour les intervenants. Donc, vraiment cogner sur ce clou-là. C'est quelque chose qui ne coûte rien à mettre en place, c'est juste des avantages. Puis, c'est ça. Un autre point, donc, l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les contrôles de ventilation. Donc, l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne? C'est que ça va. L'intelligence artificielle apprend, puis il va calculer aussi l'impact de chacun des éléments du système de ventilation. Donc, il va faire des tests. Donc, quand il passe ce ventilateur-là dans le bâtiment, qu'est-ce qui se passe? Quand il rouvre l'extracteur, qu'est-ce qui se passe dans le bâtiment? Puis ça, en fonction des températures extérieures. Donc, ces contrôles-là vont aussi, ils tiennent compte des prévisions météo pour contrôler l'ambiance de la salle. Ils prennent compte des températures de l'air qui rentre dans le bâtiment. Puis, ils vont être capables aussi d'anticiper ce qui s'en vient, puis d'agir en amont, donc en fonction de ce qui s'en vient. Je vais vous donner un exemple en été. Une journée typique, une consigne de 20 degrés Celsius. C'est frais le matin, donc il fait 15 degrés Celsius le matin. Et il annonce 28 en après-midi. Donc, au niveau de la ventilation conventionnelle, comment ça fonctionne? C'est comme s'il y avait des ailleurs, il ne regarde pas ce qu'il y a à l'extérieur, il ne regarde pas ce qui s'en vient. Il fait juste regarder dans la salle. Dans la salle, bon, plus il fait chaud, qu'est-ce que je fais? J'augmente la vitesse des ventilateurs. S'il fait encore plus chaud, je pars mon deuxième palier de ventilation, donc je pars plus de ventilateurs. Mais plus on augmente notre taux de ventilation, bien, plus on rentre de l'air extérieur. Puis si cet air-là est plus chaud qu'à l'intérieur, bien, on réchauffe notre salle. Donc, on veut ventiler, mais on la réchauffe plus rapidement. L'intelligence artificielle, elle, ce qu'elle va faire, c'est que son objectif, c'est de garder le plus longtemps possible la fraîche ou de rester le plus longtemps possible près de la consigne qu'on lui demande. Donc, puisqu'il prend en considération les prévisions météo puis la température de l'air extérieur, donc, dans l'avant-midi, ce qu'il va faire, l'intelligence artificielle, bien, il va diminuer sa ventilation minimum. L'objectif, c'est d'éviter de rentrer mon air qui est plus chaude à l'extérieur. Puis bien là, on sait que les pores dégagent la chaleur. Donc, à un moment donné, cette stratégie-là ne fonctionne plus. Mais lui, il va calculer, donc, si je suis plus capable de maintenir la température à l'intérieur, qu'est-ce que je peux faire pour rafraîchir les animaux? Donc là, il va partir de la ventilation au maximum. S'il y a des recirculateurs, il va les faire mettre en fonction parce qu'il va calculer que si j'envoie telle vitesse d'air sur les animaux, bien, ces animaux-là, je vais les rafraîchir de cette manière-là. En hiver, avec l'intelligence artificielle, bien, elle s'assure d'obtenir les conditions optimales dans les bâtiments au niveau de la température et humidité. Puis, elle va toujours aussi calculer la meilleure stratégie énergétique en fonction des prévisions météo. On n'a pas de données actuellement dans le port, mais dans la volaille. Donc, il y a des projets qui ont été faits. Puis, le fait d'utiliser l'intelligence artificielle, donc dans un poulailler, dans 2 salles différentes, ils ont utilisé l'intelligence artificielle dans une, stratégie conventionnelle dans l'autre salle. Donc, ils ont vu des économies d'environ 40 sur les coûts de chauffage. Donc, nous, en voyant ces données-là, on a un projet qui a été déposé à l'automne dernier, puis on attend des réponses sous peu. Donc, on espère pouvoir vraiment aller voir c'est quoi l'efficacité de l'intelligence artificielle au niveau porcin, au niveau des performances, puis au niveau aussi des diminutions de coûts de chauffage. Je veux vous présenter aussi un des résultats de projet qu'on a terminé au printemps dernier en pouponnière. Donc, on a testé trois équipements différents pour le chauffage des porcelets. Donc, on a testé un échangeur d'air récupérateur de chaleur de la compagnie ESA. Donc, comment ça fonctionne? Dans le fond, on utilise l'air chaud qui sort du bâtiment pour préchauffer l'air frais qui rentre dans le bâtiment. Il n'y a pas de mélange d'air, mais les conduites sont rapprochées. Donc, ça permet de préchauffer l'air qui va rentrer dans le bâtiment. Souvent, on va chercher à peu près la moitié de nos besoins. Je vais vous donner un exemple. Si on demande 30 degrés Celsius en pouponnière puis qu'il fait moins 30 à l'extérieur, l'air qui rentre dans le bâtiment va rentrer aux alentours de 0 degrés Celsius. Donc, on va chercher la moitié des besoins. On a testé également fournaise au propane, mais qui rejette ses gaz de combustion à l'extérieur du bâtiment. Puis, on a testé notre témoin, c'était une salle qui était chauffée avec les fournaises LB White, donc qui pousse la chaleur dans la salle d'élevage, mais qui pousse également ses gaz de combustion, donc le CO2 puis l'humidité.
Puis tous les trois équipements donc, qui étaient branchés sur un Maximus, où est-ce qu'on mettait les mêmes courbes de température, les mêmes courbes de débit minimum. Puis on avait aussi une compensation du débit de ventilation en fonction de la concentration de gaz, du CO2 puis de l'humidité. Donc, c'est quoi une compensation? Par exemple, au niveau du CO2, on demandait 5000 ppm. Si la concentration du CO2 augmentait plus que le 5000 ppm, les ventilateurs augmentaient de vitesse pour sortir ce CO2-là. Donc, au niveau des résultats, donc on peut voir sur le graphique, ça doit être ça. Les trois lignes qui sont pleines ici en haut, donc ça, c'est la température des salles. Donc, on voit qu'ils sont presque identiques dans les trois traitements. C'est normal, on demandait les mêmes consignes. Ça fait que, déjà. OK, je vais aller plus vite. Pour ce qui est des lignes en bas, donc c'est les consommations de propane. Donc, en vert, c'est notre traitement témoin. En rouge, c'est le chauffage où est-ce que les gaz de combustion étaient envoyés à l'extérieur. Puis en bleu, c'est l'échangeur de chaleur. Donc, on peut voir le traitement en rouge, donc mon traitement qu'on appelait sans rejet, sur la fournaise qui rejette ces gaz à l'extérieur. Ça a permis de diminuer de 34 la consommation de propane. Puis, avec l'IRDA, dans le fond, ils ont emmené leur laboratoire Mésange. Ils ont mesuré en continu les émissions des trois traitements. Donc, le traitement sans rejet, il y a eu une diminution de 12 des émissions de CO2 équivalentes, comparativement au témoin. Puis, au niveau du traitement échangeur, donc c'est 53 de moins de consommation de propane, puis 19 de moins de CO2 équivalent. Qu'est-ce qui explique que ça a coûté moins cher de propane? Dans le cas de la fournaise qui rejetait ses gaz à l'extérieur, le fait qu'on ne venait pas détériorer la qualité de l'air, donc le CO2 s'en allait à l'extérieur, ça n'allait pas dans la salle d'élevage, ça a permis de diminuer notre taux de ventilation. Donc, on faisait rentrer moins d'air, tout en conservant une bonne qualité d'air. Donc, le fait qu'on rentrait moins d'air, ça nous a permis de diminuer la consommation de propane. Puis, au niveau de l'échangeur, l'air allait arriver déjà plus chaude. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé moins de propane. Retour sur investissement rapide. Donc, dans le cas de la fournaise avec rejet extérieur, on parle d'1 an. Pour l'échangeur d'air, c'est 4 ans, sauf qu'actuellement, il y a des subventions. Avec les subventions, actuellement, le payback se fait sur 2 ans. Donc, il existe d'autres technologies qui utilisent l'inertie thermique du sol pour conditionner l'air. Donc, ils vont venir soit réchauffer l'air en hiver puis la refroidir en été. Donc, 3 technologies, puits canadien, géothermie, puis aérogéothermie. Donc, comment ça fonctionne, le puits canadien? On fait rentrer l'air par une entrée d'air, ça s'en va dans des tuyaux qui sont enfouis dans le sol environ à 2 mètres. Puis, cet air-là, elle va être poussée dans le bâtiment. Donc, il faut savoir qu'à 2 mètres dans le sol, la température du sol varie un petit peu moins. Donc, le plus froid en hiver, la température du sol à 2 mètres est environ de 5 degrés Celsius. Puis le plus chaud, c'est environ 14 degrés Celsius. Pour ce qui est de la géothermie, c'est un peu le même principe, sauf qu'on va être plus en profondeur. En étant plus en profondeur, la température du sol est encore plus stable. On parle de 8 à 10 degrés Celsius. Puis au lieu que ce soit de l'air qui circule dans des tuyaux, c'est un liquide réfrigérant. Puis pour ce qui est de l'aérogéothermie, donc, on a fait un projet avec un partenaire privé. Ce qu'on voit, dans le fond, c'est le puits de captation. Oups. Ce qu'on voit, c'est le puits de captation avant qu'il soit enfoui complètement dans le sol. Donc, ce qu'on voit là, il est complètement enterré dans le sol. Puis, sur le rond blanc, il y a un ventilateur. Donc, le ventilateur aspire l'air dans la conduite, puis on force l'air à migrer à travers les interstices du sol. De cette manière-là, on va chercher l'air qui est dans le sol, puis ça vient réchauffer ou refroidir l'air. Je vais aller rapidement au niveau de l'efficacité. Donc, ça varie un petit peu selon les systèmes. Donc, souvent en été, on réussit à rafraîchir l'air. En hiver, on la préchauffe. Au niveau des contraintes, pourquoi on n'envoie pas beaucoup de ces installations-là? Premièrement, c'est un coût très élevé pour mettre en place. Puis l'autre chose, on a besoin de grands débits de ventilation en production porcine. Puis pour ce qui est du puits canadien puis de l'aérogéothermie, on n'est pas capable de faire passer des gros débits. Si on fait passer plus d'air, on va perdre en efficacité pour réchauffer ou refroidir l'air. Puis au niveau de la géothermie,
ça coûte vraiment cher à mettre en place. Puis l'autre chose, si on veut s'en servir pour climatiser en été, il faut dépenser beaucoup d'énergie avec le climatiseur, si on veut, pour garder nos salles plus fraîches. Murs solaires, donc en 2004, CDPQ-IRDA ont fait un projet de recherche. Comment ça fonctionne? Donc, on remplacé une tôle côté sud par une tôle perforée. Puis, quand le soleil vient frapper sur cette tôle-là, ça crée de la chaleur. Cette chaleur-là, elle rentre par les petits trous qu'il y a dans la tôle. Puis, cet air chaud-là s'en va dans un corridor de préchauffage avant d'être envoyé dans la pouponnière. Donc, les résultats qu'ils ont eus, c'est qu'il y avait des économies d'environ de 20 à 30 du propane. Malheureusement, ce n'est pas une technologie qui a pris beaucoup d'ampleur. La tôle était très chère. On parle quand même de 2004. Là. La tôle était 10 fois plus chère qu'une tôle conventionnelle. Puis l'autre chose, pas l'autre chose, mais le payback était de 9 ans à cette époque-là. Il faudrait peut-être refaire ce genre de projet-là. Peut-être que la tôle est rendue moins chère, mais aussi le propane a presque doublé. C'est pas triplé comparativement au coût de 2004. C'est bon. Je suis rendu à mon dernier point, la haie brise-vent. C'est pas une technologie, mais c'est un... Il faut savoir que le positionnement d'une haie brise-vent, un endroit stratégique, peut apporter plusieurs avantages. Donc, on peut concentrer l'accumulation de neige dans une zone définie. Donc, il faut savoir que le premier 30 mètres entre les haies brise-vent, c'est dans cet endroit-là qu'il va y avoir une accumulation de neige. Donc, si le bâtiment est plus loin, ça va peut-être... La neige ne tombera pas dans nos chemins où est-ce qu'on va souffler. Puis l'autre chose, la haie brise-vent va réduire aussi la vitesse du vent. Donc, il peut y avoir une diminution des coûts de chauffage. Donc, Vézina et Tourigny, en 2007, eux, ils ont évalué qu'il y avait une réduction de 10 des coûts de chauffage avec l'utilisation de haies brise-vent, puis 20 des coûts de déneigement. Donc, en conclusion, les nouvelles technologies en ventilation vont amener plus de précision pour savoir exactement ce qui se passe au sein de l'élevage, puis permettre de meilleures prises de décision. De plus, ils vont permettre d'améliorer les conditions d'ambiance. Quand on améliore les conditions d'ambiance, on améliore le confort, le bien-être des animaux, puis souvent, on peut améliorer les performances aussi. Donc, ça fait le tour. Je vous remercie. Hein? Je suis arrivé dans mon temps. On va prendre une question, puis après, on va... Une question? Ah. Moi, je n'avais une, je me demandais... Question piège. Hein? Au début, tu parlais d'éclairage. Oui. Est-ce que des LED, c'est pas la même couleur? Est-ce que les animaux s'en sacent? Parce qu'il ne voit pas couleur, je ne sais pas. Mettons, non, ils voient la bleu ou plus rouge. Je pense que c'est un beau thème de recherche. Il y a beaucoup de choses à faire, à vérifier à ce niveau-là. C'est sûr que si on recule de quelques années, on n'avait pas la possibilité de faire varier justement les cas. C'est ça. Fait que je pense que c'est un thème qu'on a tout à apprendre avec ça. Là. Parce que les luxe, c'est une chose, mais ça ne veut pas tout dire, le luxe. Non. C'est ça. Merci, Sébastien.